Je commence alors. Merci beaucoup de m'accueillir de nouveau alors sur vos réunions là. Aujourd'hui, comme promis la dernière fois, on va parler de l'influence donc de la crise sanitaire sur les délégations de services publics. Voilà, on va essayer de faire de manière vite et efficace. Alors, donc, je ne vais pas le répéter, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là la dernière fois. Dans le contexte actuel de la crise, il y a une loi qui a été adoptée, puis après une ordonnance qui concerne spécifiquement le contrat public, bien sûr, hein, l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a été déjà modifiée par une ordonnance du 22 avril, l'ordonnance 460 du 22 avril 2020. Voilà. Et ces deux ordonnances, enfin, cette ordonnance modifiée par la nouvelle prévoit certaines mesures spécifiques au contrat de concession. C'est ça qui va nous préoccuper aujourd'hui, hein, le contrat de concession. Donc, pourquoi ce contrat-là, on va les traiter un petit peu différemment des marchés publics? Vous le savez peut-être d'ores et déjà, ces contrats, ce n'est pas la même chose que les marchés publics. Hein. Les délégations de services publics et d'une manière générale, la famille de contrats de concession. Dans la famille de contrats de concession, on trouve les DSP, entre autres. Hein. Il y a une particularité dans ces contrats-là, c'est que ces contrats-là sont fondés sur les transferts du risque aux concessionnaires, aux délégataires. Hein. Ce n'est pas comme les marchés publics, donc c'est des contrats qui ont une nature économique un petit peu différente, même très différente. Et donc, du coup, on peut se poser la question, pour ce type de contrat, est-ce que pour autant, c'est à l'autorité délégante d'assumer les risques et les surcoûts qui résultent du Covid? C'est vraiment la question principale qu'on va se poser aujourd'hui. On va essayer d'esquisser ensemble des réponses. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des cas de figure spécifiques, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de répondre à cette question-là. Est-ce que les surcoûts éventuels, est-ce que les modifications du contrat doivent être prises en compte par l'autorité délégante? Pour autant, le délégataire doit assumer les risques de l'exploitation. Mais jusqu'à quel montant, jusqu'à quel seuil, comment? Voilà, c'est ça qui va nous préoccuper. Écoutez, allons-y alors. Donc, l'autre paramètre qu'on ne doit pas oublier, que je vous cite ici sur ce slide, c'est d'abord, il y a le transfert des risques, dont différence avec les marchés publics, mais aussi, attention, il y a bien sûr cet élément fort dans le DSP, hein, qui est la continuité du service public. Donc, on ne peut pas, malheureusement, ainsi qu'on va le voir, suspendre tous les contrats des DSP et dire attention, moi, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, parce qu'il y a cette notion de la continuité du service public. Et d'ailleurs, l'autorité délégante a choisi son délégataire aussi sur ça, sur cette question de sa capacité d'assumer et d'assurer la continuité du service public. Alors, dans n'importe quelle condition, peut-être pas, mais on va voir. Alors, donc, on va évoquer trois choses ensemble. On va évoquer dans une première et une deuxième partie la suspension possible d'un contrat. Il y a des contrats qui doivent ou qui peuvent être suspendus. Je sais que ça ne vous intéresse pas, vous, les membres de la FNCCR, mais peut-être sous d'autres casquettes que vous avez. Par exemple, les DSP de la petite enfance, hein, quand on gère des crèches. Ces contrats-là ont été suspendus puisqu'il y a une fermeture de crèche, en tout cas partielle. On a pu accueillir peut-être dans certains cas que les enfants de médecins, du personnel soignant, etc. Et par exemple, pour autant, les DSP d'eau potable ou d'assainissement, on ne peut pas les suspendre. Peut-être qu'on peut les modifier, ce sera là notre deuxième partie. On peut ou on doit, en partie, en totalité, on va voir comment ça se passe. Et aussi, la question qui préoccupe peut-être beaucoup, qui vous préoccupe beaucoup aujourd'hui, quelle est la possibilité d'indemnisation ou l'obligation d'indemnisation de votre contractant, sur quel fondement? Alors, pour pas trop tarder, l'article 6 de l'ordonnance prévoit qu'il est envisageable de prononcer pendant la période de la crise sanitaire une suspension du contrat ou sa modification. D'abord, on va évoquer la suspension. Alors, si on a des difficultés vraiment très sérieuses d'exécuter notre contrat, et s'il n'y a pas d'autres stipulations plus favorables qu'au contractant, l'ordonnance nous dit comment on doit faire. Alors donc, encore une fois, attention, mais je vous l'ai beaucoup dit la dernière fois, je pense que vous le savez maintenant, première chose à faire, c'est lire nos contrats. Vraiment, quelquefois, les contrats de DSP sont plus épais que les contrats de marché public. Il y a beaucoup de clauses, c'est assez fastidieux, mais il faut vraiment bien regarder, bien lire vos contrats, surtout que les contrats de DSP, ainsi que je vais le dire plus tard, il y a pas mal de clauses sur le cas des forces majeures et des imprévisions.
beaucoup plus qu'en marché public en fait. Hein. On écrit beaucoup de choses, enfin en tout cas moi, mes projets de contrat, il y a beaucoup de choses sur les cas de force majeure. Hein. Voilà. Donc on va évoquer tout ça. Donc s'il n'y a pas de clause plus favorable à votre délégataire dans votre contrat, on va appliquer l'ordonnance. Comment on va faire? Donc quand on doit suspendre notre concession, je vous ai dit que ça peut être le cas dans certains contrats. Hein. On doit le suspendre parce que soit nous prenons la décision, soit ça résulte d'une mesure de police administrative. Donc, tout versement d'une somme au concédant est suspendu. C'est-à-dire que si les délégataires devaient vous verser des sommes, alors on les suspend. Contrat suspendu, somme qui devait vous être versée, suspendue également. Et si la situation de l'opérateur économique le justifie, donc, vous allez voir que la différence aussi dans le cadre de ce contrat, c'est qu'on prend beaucoup en compte, enfin l'ordonnance prend beaucoup en compte la situation financière de votre contractant, ce qui n'est pas le cas dans les marchés publics. Hein. Là, vous allez voir que l'ordonnance répète à plusieurs reprises la situation financière de votre contractant. Si c'est une grosse société qui se porte bien, qui figure parmi les majors du secteur en France, bah alors peut-être que sa situation économique, un mois de suspension ou un mois de modification d'exécution de votre contrat ne lui a rien fait dans sa situation financière. On n'examine pas, alors attention à cette nuance-là, pour moi, on n'examine pas seulement la situation du contrat, de votre contrat, mais vous verrez que l'ordonnance cite à plusieurs reprises la situation financière, donc globale, hein, parce que, je ne sais pas, le délégataire gère quelquefois des centaines de contrats partout en France ou partout dans le monde. Donc, voilà. Donc, on va regarder la situation financière de votre contractant d'une manière générale, pas que dans votre contrat à vous spécifique. Donc, nuance à bien garder en tête. Hein. Donc, suspension du contrat égale donc à suspension de versement de toute somme que le délégataire vous devait. Et si la situation de l'opérateur économique le justifie, il y a une avance qui peut être versée sur les sommes que vous lui devez. Bon, on va décortiquer ça, on va voir c'est quoi toutes ces sommes, à quoi ça fait référence. Donc, on comprend qu'on peut prévoir la suspension pour certaines DSP, naturellement pas pour toutes, comme je vous ai dit. La DSP des distributions d'eau potable, eh ben, malheureusement, on ne va pas pouvoir la suspendre, hein, c'est pas possible, à moins qu'il y ait un risque majeur de pollution, de je ne sais quoi. DSP petite enfance, par contre, la plupart des DSP ont été suspendus, en tout cas, les délégataires accueillaient très peu d'enfants, d'accord. Donc, l'économie du contrat n'est plus du tout la même. Donc, lorsque le contrat est suspendu, le paiement de sommes dues par les délégataires à l'autorité concédante est également suspendu. Cela ça peut inclure les loyers, les redevances destinées à contribuer à l'amortissement des investissements réalisés par l'autorité concédante, etc. Donc, toutes les sommes qui vous étaient dues, c'est suspendu par votre délégataire. Et on a la possibilité de prévoir une avance sur les sommes que vous devez à votre délégataire sur la base de votre contrat. Hein. Alors, concernant les sommes dues par l'autorité concédante à son délégataire, les textes ne prévoient pas de suspension. Donc, vous aurez peut-être l'obligation de lui verser une avance, vous devez examiner la situation au cas par cas. Mais si vous voyez que sa situation financière elle est vraiment très dégradée, si c'est une toute petite société, alors dans ces cas-là, vous pouvez lui faire une avance sur les sommes que vous allez lui devoir plus tard. C'est quoi ces sommes-là? Je pense que ça fait référence plutôt sur les contributions pour contraintes de service public. Hein. Il y a souvent ces sommes-là qui sont dues dans le cadre d'un contrat de DSP. Donc, en principe, du coup, par contre, les sommes dues par l'autorité concédante à son délégataire, il n'y a pas stricto sensu de suspension. Il y a la possibilité de faire une avance. Donc, le paiement de ces sommes ne peut pas être suspendu, à moins, bien sûr, qu'il y ait une disposition dans votre contrat qui le permet, d'accord, à moins que vous ayez pensé à ça et que vous l'avez indiqué, mais à mon avis, ça va être extrêmement rare, mais lisez quand même bien vos contrats. Ou alors, si les sommes sont calculées en fonction du nombre d'usagers, vous voyez, là, vous pouvez peut-être verser une avance, mais pas, bien sûr, la totalité des sommes. Hein. Je pense peut-être le cas de piscine, de complexes aquatiques, ou quelquefois les sommes que vous devez sont en fonction de la fréquentation des scolaires, etc., etc. Donc, bon, vous voyez, il peut y avoir des cas très particuliers. Qu'est-ce qui se passe avec la REDP, hein, la redevance d'occupation domaniale, la redevance d'occupation du domaine? Parce que la plupart des contrats de DSP emportent occupation du domaine public, bien sûr. Hein. Vous mettez à disposition votre domaine
au délégataire pour qu'il puisse bien sûr assurer la continuité du service public. Donc vos installations, vos canalisations, vos usines d'eau, etc., etc. Donc, en vertu, ça c'est la nouveauté, hein, pardonnez-moi, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle ordonnance du 22 avril qui a instauré ça. Donc, en vertu du 5e de l'article 6, le paiement de la REDP est normalement automatiquement suspendu de lors que l'exécution du contrat est suspendue. Pas dans les autres cas, hein, pas lorsque votre contrat continue à être exécuté. Alors, et qu'est-ce qui se passe une fois la suspension levée? On y va vers un déconfinement. Donc, la plupart des contrats vont reprendre potentiellement, hein, peut-être pas tous, peut-être pas dans les mêmes conditions qu'avant, mais ils vont quand même pouvoir reprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être, très probablement, et c'est même, je pense, recommandé, conclure un avenant si on ne peut plus continuer le contrat comme auparavant, hein, comme avant la crise. Donc, un avenant pourrait être exigé si les modifications sont nécessaires à la poursuite de l'exécution de votre contrat pour bien définir le cadre contractuel dans lequel votre contrat va continuer à être exécuté, hein. C'est très important. Donc, et c'est mieux de le prévoir plutôt que de dire, allez, on recommence à exécuter et puis finalement, on ne sait pas trop où on y va. Bon, après, il peut y avoir d'autres problèmes de conclusion de ces avenants. On évoquera peut-être brièvement ça. Donc, on peut peut-être envisager la prolongation de la durée du contrat de concession pendant peut-être 1 mois ou 1 mois et demi supplémentaire si votre contrat a été suspendu et si les conditions posées par le Code de la commande publique sont respectées. Si vous avez beaucoup prolongé la durée de votre contrat déjà auparavant, eh ben, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, j'évoquerai, il y a tout un chapitre, là, il y a quelques slides sur quelles sont les possibilités que le Code de la commande publique offre pour modifier votre contrat. Et ça, il va falloir le prendre en compte. Et aussi, très attention à l'équilibre financier. En fait, il faut faire attention de comment vous modifiez l'équilibre économique de votre contrat parce qu'il ne faut pas la bouleverser, hein. On ne peut pas modifier les conditions de mise en concurrence initiale de notre contrat et on ne peut en aucun cas transformer notre contrat de DSP en contrat de marché public, c'est-à-dire on ne peut pas enlever tout risque à notre délégataire. Il faut qu'il continue dans le cadre de ce contrat d'assumer un risque d'exploitation. Donc, très attention à ça aussi. Alors, et comment on fait pour les conséquences financières de la suspension? Est-ce qu'on va augmenter le tarif? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas la première chose à laquelle les élus pensent, hein, et vous, les services aussi d'ailleurs. Donc, du coup, non, on ne va peut-être pas forcément augmenter le tarif. Ce n'est pas aux pauvres usagers de payer cette suspension, a priori pas. Est-ce qu'on va augmenter votre contribution à vous, c'est-à-dire des collectivités, hein, des autorités concédantes dans le cadre du contrat? A priori, il faudrait éviter aussi, si vous le pouvez, bien sûr, et si ce n'est pas justifié. On peut peut-être, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut étudier comme option? Soit peut-être renoncer à certaines recettes, si c'est possible, vous voyez, soit, comme je vous le disais, intervenir sur la durée du contrat, si ça, c'est possible, hein, en rallongeant peut-être la durée un tout petit peu, voilà, en essayant de retrouver notre équilibre comme il a été fixé auparavant. Mais on va voir dans quel cas on peut modifier le contrat. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Voilà, gardez donc ça en tête comme possibilité, hein. Par contre, pour les services publics indispensables, l'eau potable, l'assainissement, on peut en citer d'autres, les déchets, les prestations doivent obligatoirement être maintenues durant toute la crise sanitaire. C'est même indispensable, c'est même nécessaire. Il y a même des territoires, vous voyez, comme en Guadeloupe, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des membres de ces territoires qui sont là où voilà, il y a beaucoup de coupures d'eau. Et effectivement, il y a des problèmes pour se laver les mains, s'assurer les gestes barrières, etc. Donc, on ne peut pas effectivement suspendre ces contrats. Mais on peut peut-être, si nécessaire, bien sûr, hein, si nécessaire, envisager une modification du contrat, reporter peut-être quelques travaux. Je pense plutôt aux travaux, vous voyez, qui ne sont peut-être pas nécessaires à ce qu'ils soient faits maintenant, là, tout de suite, des investissements. Bon, après, c'est à votre délégataire de voir, parce que dans le cadre de la DSP, c'est lui qui est le maître d'ouvrage de ces travaux, mais il doit toujours le voir avec vous, bien sûr, puisque vous êtes toujours l'autorité délégante et vous gardez toujours un contrôle sur l'exécution de votre contrat. Et quelquefois, vous lui avez imposé des délais pour exécuter ces travaux. Donc, il faut voir avec lui dans quel cas
et dans quel cadre vous aménagez ce contrat pour que ça puisse se faire peut-être plus tard, peut-être dans d'autres conditions. Voilà, il faut voir. Alors, il y a un article spécifique dans l'ordonnance du 25 mars, d'accord, qui prévoit que, en fait, en cas de difficulté d'exécution du contrat, on ne le suspend pas, hein, on ne le suspend pas, mais on peut être conduit à les modifier significativement. On ne parle pas de petites modifications, mais de modifications significatives, d'accord? Le concessionnaire, donc, dans ce cas-là, hein, peut avoir droit à une indemnité destinée à compenser les surcoûts qui résultent de l'exécution, d'accord? Donc, si vous le modifiez de manière très significative, votre contrat, alors lui, il aura droit à une indemnité. Lorsque seulement, hein, lorsque la poursuite lui impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires, d'accord, qui n'étaient pas prévus par votre contrat initial, donc il faut faire très attention. De toute manière, il n'y a pas de secret, il faut que vous maîtrisez bien votre contrat initial. Il faut que vous le maîtrisez vraiment au bout de votre doigt. En tout cas, si ce n'est pas le cas auparavant, là, il va falloir bien plonger dedans et bien l'examiner. Si nécessaire, peut-être faire un audit interne ou externe, mais en tout cas, il va falloir vraiment bien plonger dedans, bien le maîtriser, hein. Si donc, on lui impose, la situation lui impose, hein, les modifications, hein, lui imposent la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui représentent une charge manifestement excessive, toujours au regard de sa situation financière. Vous voyez? Donc, comme je vous disais dès le début, attention, dans le cadre de contrats de DSP et des concessions d'une manière générale, on prend en compte, avant de faire quoi que ce soit et de signer quoi que ce soit comme avenant et de payer quoi que ce soit comme surcoût, on prend en compte, on regarde la situation financière de notre concessionnaire. Enfin, en tout cas, autant qu'on puisse la regarder en fonction des informations que lui, il nous fournit, hein. Vous savez qu'on est toujours tributaire de ça en DSP, hein. Pour avoir participé à un certain nombre de négociations avec des délégataires, du côté des collectivités, bien sûr, hein, toujours, nous, enfin, les cabinets Landau, ben, je vois très bien comment ça peut être tendu et comment vous pouvez avoir que des informations très parcellaires ou un petit peu arrangées, on va dire. Voilà, donc, bon, il faut faire attention. Il en résulte une possibilité d'indemnisation dans ces cas-là, donc lorsque, comme je vous disais, il doit mettre en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial, hein, de quels moyens supplémentaires résulte pour lui une charge manifestement excessive en fait, hein. Là, on ne parle pas des petites choses, des petits arrangements, des petites modifications. On parle de choses importantes qui lui provoquent, si vous voulez, qui lui font peser sur ses épaules une charge manifestement excessive, au regard toujours de sa situation financière. Bon, je n'arrête pas de vous le répéter. Donc, tout ça, la DAG nous dit bien sûr, il peut y avoir des modifications qui doivent être prévues, tout ça pour assurer la continuité du service public. C'est l'essentiel. C'est ce qu'on essaye de faire, voilà, en modifiant le contrat. Parce que sinon, bon, si ce n'est pas possible ou c'est imposé de ne pas le continuer, ben, on le suspend, hein, d'accord, voilà. Donc, il serait par exemple possible, je vous dis là, que le concédant décide de suspendre l'exécution d'une partie du contrat. Quelques travaux de remplacement, de renouvellement, de rénovation, vous voyez, qui ne sont pas nécessaires à ce que ça se fasse maintenant, là, tout de suite, pendant la crise ou pendant les quelques mois qui vont suivre, même si, comme on a dit la dernière fois, on prône là toujours la reprise des chantiers, des travaux, etc. Il peut y avoir des cas où ce n'est pas possible, ou ce n'est pas nécessaire à ce que ça se fasse dans une situation d'urgence et le surcoût qui peut résulter peut être très important, auquel cas on peut peut-être aménager notre contrat tout simplement pour repousser ces travaux à un petit peu plus tard, quand la crise sera derrière nous, je l'espère très vite, je n'en sais rien mais je l'espère, et que du coup, voilà, pour pas qu'il y ait un surcoût, si vous voulez, très important qui pèse sur vous, hein, voilà, ou sur les délégataires, que du coup, ils ne vous réclament pas des indemnisations. Voilà. Alors, donc, s'il y a une telle modification qui peut y avoir, qui résulte d'un impact non négligeable sur les délégataires, l'autorité délégante pourrait être amenée à verser une indemnité, hein, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit la DAJ, hein? S'il démontre le délégataire que la poursuite de l'exécution de la concession impose la mise en œuvre des moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus et qui entraînent, comme je vous ai dit, là, hop, il y a une faute d'orthographe, une charge manifestement excessive en regard de sa situation financière. Donc,
Pour que l'autorité délégante et les délégataires puissent mettre en œuvre ces mesures spécifiques, elles doivent pouvoir démontrer que les modifications envisagées sont effectivement pareillement justifiées par la crise. Alors, faites attention aussi à ça, je vous le redirai encore un petit peu plus tard. Il sera potentiellement plus compliqué qu'un marché public, éventuellement, de bien regarder l'économie de notre contrat. Surtout si on est dans le cas d'un contrat qui est déficitaire de manière chronique, vous voyez, et qu'il y avait des problèmes auparavant. Moi, j'ai en ce moment, par exemple, avec un de mes clients, un contrat qui posait problème dans l'économie, l'équilibre posait problème déjà auparavant, avant la crise. La crise ne fera qu'aggraver la situation. Mais comment on fait? Là, ces dispositions-là ne sont strictement, de l'ordonnance, ne sont applicables que pour les éléments de la crise. De même que la théorie de l'imprévision que je vais vous citer plus tard. C'est pour ça que je vous dis que tout autre impact antérieur à la crise, ce n'est pas pris en compte dans le cadre de l'ordonnance. Attention, ni dans le cadre de la théorie de l'imprévision, parce que ça résulte d'autres facteurs. Ce n'est pas l'événement imprévisible qui est le Covid qui fait que l'économie du contrat est détériorée. Mais dans tout ça, pour faire la part des choses, qu'est-ce qui est dû à l'économie, à la crise, qu'est-ce qui est dû à l'économie du contrat auparavant? Je pense qu'il faut bien s'accrocher et s'entourer peut-être, vous voyez, soit en interne, soit en externe, des gens capables de bien auditer le contrat si c'est un contrat très problématique. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le code de la commande publique, même avant la crise, bien sûr, nous donnait la possibilité de modifier notre contrat si on voyait pour autant que celui-là, il n'était pas, qu'on voyait que c'était nécessaire de faire ces modifications. On va dire ça comme ça. C'est l'article 31-35-1 du code de la commande publique. Je ne veux pas, bien sûr, analyser toutes les clauses là, parce que toutes les conditions, parce que ça va être fastidieux pour vous et pour moi. C'est compliqué, mais aujourd'hui, comme on parle DSP et crise, on va évoquer le cas 3, en sachant que le cas 6 peut aussi être utilisé par vous en période de crise. Si c'est des modifications de faible montant, moins de 10%, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Toujours attention, tous les avenants pendant toute la durée de la vie d'un contrat sont à prendre en compte pour calculer les pourcentages de cet article. D'accord? Les 10% et les 50% qu'on va mentionner là, vous devez prendre en compte tous les avenants que vous avez déjà passés. D'accord? Donc, ça peut aller très vite. Si vous avez 10 avenants déjà, ça peut aller très, très vite. Donc, la troisième hypothèse, c'est que quoi? C'est que le contrat peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. Bon, c'est le cas du Covid pour le contrat qui était conclu antérieurement à la crise, c'est-à-dire avant mars ou bien avant mars 2020. Voilà. Dans ce cas-là, le montant de la modification ne peut pas être supérieur à 50% du montant du marché initial. Alors, le parti doit être attentif à plusieurs points, surtout vous, parce que comme je vous disais, vous n'avez pas le droit d'accorder des libéralités. Faites attention parce qu'il y aura des contrôles assez sévères. Les CRC ne vont pas s'embêter, ils vont venir vous contrôler 2 ans, 3 ans, 10 ans après. Il va falloir qu'ils voient que vous avez tout fait bien comme il faut et que tout rentre dans des bonnes cases. Donc, la modification n'est possible qu'à la condition qu'elle n'entraîne pas une augmentation plus de 50% de la valeur initiale. Comme je vous disais, lorsqu'il y a plusieurs modifications et plusieurs avenants, on doit prendre en compte leur montant cumulé. Les modifications qui peuvent être apportées doivent être en lien direct et étroit avec les circonstances imprévues. Donc, ce n'est pas avec la crise qu'on va régler toute l'économie de notre contrat. Ça peut peut-être être l'occasion de voir notre contrat d'une manière plus globale, mais en tout cas, les articles ici ne visent que la situation qui résulte de la crise sanitaire. Alors, on a encore une petite précision très utile qui a été ajoutée par la nouvelle ordonnance, la 460, par dérogation donc aux articles 14.11 et 14.4 du Code général, le projet d'avenant aux conventions de délégation entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% sont dispensés de l'avis de la commission DSP. Et tant mieux, parce que par le temps qui court, c'est compliqué de réunir toutes ces commissions. Donc, si vous avez donc un avenant qui est conclu pendant la période d'urgence sanitaire, alors
l'Assemblée délibérante devra se prononcer quand même sur cet avenant, à moins que vous ayez donné délégation. Hein, voilà, ça peut être possible aussi. Et si l'avenant est conclu après la fin, alors évidemment, on prend l'avis, n'oubliez pas, après, hein, après quand la crise sera passée, parce que quelquefois vous allez passer l'avenant maintenant et quelquefois vous allez traîner un petit peu. Et donc, du coup, après la fin de la crise, vous devez reconsulter la commission si l'augmentation est pour autant supérieure à 5%. D'accord? Voilà. Puis après, vous passez devant l'Assemblée délibérante. Voilà. Alors, comme je vous disais, je le répète encore une fois parce que je pense que ce ne sera pas trop. Attention aux modifications que vous apportez au contrat. Attention à bien vérifier que vous transférez toujours un risque d'exploitation à votre délégataire. Attention à ne pas modifier votre contrat. Ça s'appellera toujours DSP, mais quand on va bien regarder, ça sera un marché public parce que vous compensez tous les risques de votre délégataire. Si c'est le cas, faites bien attention. Ce n'est pas normal et ce n'est pas un contrat de DSP, c'est un contrat de marché public. Donc, si l'avenant est attaqué par le préfet, etc., il peut évidemment tomber. Si vous avez un contrôle plus tard, contrôle CRC, etc., il va vous dire que votre avenant est illégal, que votre contrat est illégal. Il peut y avoir des répercussions, donc en fait, du point de vue droit administratif, mais aussi pénal. Donc, très attention. Alors, dernière question qu'on doit évoquer aujourd'hui et après on va répondre à vos questions. Quels sont les fondements d'une demande d'indemnisation? On va retrouver un petit peu le même principe qu'on a trouvé la dernière fois pour les chantiers, mais un petit peu vu différemment, et on a trouvé quelques jurisprudences qui évoquent les cas particuliers des DSP, qui sont des contrats plus particuliers. Ça ne va pas être la même chose que les chantiers, là, comme la dernière fois. Ce n'est pas les mêmes clauses, c'est les mêmes principes, mais ça s'applique un peu différemment. Donc, comme je vous disais la dernière fois pour les personnes qui nous suivaient, la force majeure correspond à l'hypothèse où il y a des circonstances imprévisibles. Le Covid, je pense que clairement, ça en est un pour le contrat qui ont été conclus antérieurement à mars 2020. Extérieur aux parties, bien sûr, vous n'êtes pas responsable de l'arrivée du Covid en France. Et donc, des conséquences que le Covid a sur vos contrats. Et conduisent, attention, à bouleverser définitivement l'équilibre économique du contrat. Donc, on a un bouleversement de l'économie de votre contrat. Donc, on a les 3 conditions que je viens de citer. Si vous avez des questions, je ne veux pas trop me répéter parce qu'on l'a déjà dit la dernière fois. Vous voyez bien ce que c'est un cas de force majeure. C'est extérieur à vous, c'est imprévisible. Oui, ça l'est. Mais combien ça influence votre contrat, c'est ça qu'il faut voir. Et comme je vous disais aussi la dernière fois, la force majeure n'est pas une théorie, n'est pas un fondement qui ouvre droit à indemnisation des entreprises, des délégataires, donc, sauf cas particulier. Par exemple, si jamais le cas de force majeure vous impose à résilier définitivement votre contrat. Moi, dans mes contrats de DSP, j'en ai regardé ce matin un certain nombre pour me remémorer un peu comment on rédigeait les clauses. On a des clauses spécifiques, résiliation pour cas de force majeure. Donc, peut-être que votre contrat prévoit ces clauses-là. Et là, il y a tout un cadre spécifique d'indemnisation que vous devez accorder à votre délégataire sur la base de votre contrat. Tout simplement parce qu'il n'a pas pu, par exemple, amortir les biens qui vous font en retour. Vous voyez? Donc ça, c'est très important, mais c'est important aussi de retenir que la force majeure, ce n'est pas un fondement d'indemnisation. C'est un fondement qui exonère le délégataire de ses obligations contractuelles. Il dit malheureusement, là, j'ai un cas de force majeure, je ne peux pas exécuter le contrat. Pour vous citer un exemple, moi, j'ai eu un contrat qui a été signé à la fin de l'année, vers octobre-novembre. Et les travaux devaient commencer là, maintenant, pour construire un ouvrage. Et le délégataire a tout de suite, dès le début du confinement, la première semaine, tout de suite lorsque le confinement a été annoncé, il a tout de suite signifié à l'autorité délégante, donc à la collectivité, cas de force majeure, conformément à mon contrat, je ne pourrai pas commencer les travaux, je n'aurai pas de pénalité parce que je vous explique pourquoi je ne peux pas commencer les chantiers et donc ça va prendre du retard parce que les délais étaient vraiment très importants pour cette collectivité pour que le chantier avance très vite. Vous voyez? Donc, comme quoi, tout peut arriver dans la vie et c'est bien de prévoir toutes ces choses-là dans votre contrat. Donc, lisez-les bien. Peut-être qu'il y a des choses sur le cas de force majeure. Donc,
il ne peut pas exécuter ses obligations contractuelles. Il est dispensé du paiement de pénalités s'il prouve vraiment qu'il ne peut pas faire les choses à cause de la crise, à cause de cet événement. Hein. On ne peut pas le mettre en régie, vous voyez, provisoire. On ne peut pas engager sa responsabilité si véritablement il ne peut pas exécuter son contrat. Et aussi, le cas de force majeure autorise, si vraiment l'événement il est persistant, il persiste pendant longtemps, hein, dans ces cas-là, la résiliation du contrat, soit d'un commun accord, soit décidée par l'autorité délégante ou à la demande du délégataire, peut être prononcée. Et dans ces cas-là, effectivement, le cas de l'indemnisation, enfin, il doit y avoir a priori une indemnisation. Mais combien, comment, tout ça, bah, tout dépend des dépenses que lui, il en a fait. Est-ce qu'il a des biens à amortir? Est-ce qu'il y a un manque à gagner? Comment? Pourquoi? Tout ça, il faut voir au cas par cas. Hein, voilà. Là, je vous ai mis une jurisprudence assez topique hein, pour le contrat d'eau potable, en tout cas. Il y avait, en dehors de toute crise, hein, de toute façon, mais il y a eu une pollution, comme vous allez voir. Donc, il y avait un contrat d'approvisionnement en eau potable qui avait été conclu entre la commune de Staffelfelden et la Lyonnaise des Eaux. La pollution a frappé les sites de captage. Cet événement est qualifié par le Conseil d'État d'irrésistible et d'imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Ça ne pouvait pas être prévu. L'économie du contrat a été bouleversée car la Lyonnaise des Eaux il a obligé à acquérir de l'eau distribuée par la ville de Mulhouse à un prix 3 fois supérieur à celui payé par la commune en application des stipulations contractuelles. Et compte tenu du refus de la commune de réviser la tarification de l'eau, donc vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on va augmenter le tarif? Bon, la commune a dit non, on n'augmente pas le tarif. Et le juge a considéré que c'était un obstacle insurmontable et le contrat a été résilié. Vous voyez, donc c'était un cas de force majeure qui a bouleversé l'économie du contrat. Ce n'était pas possible de l'exécuter dans les conditions initialement prévues. Évidemment, on n'allait pas passer un avenant pour modifier la totalité de l'économie du contrat qui n'allait pas se retrouver de toute façon parce que comme on ne voulait pas augmenter les prix, il n'y aurait pas eu un transfert des risques sur le délégataire si c'était la collectivité qui compensait. Pas d'augmentation de tarif, ça fait que le délégataire, il devait être payé par la collectivité. Or, si le délégataire doit être payé par la collectivité, on n'est pas dans le cadre d'une DSP, on est dans le cadre d'un marché public. Donc, vous voyez, voilà, c'est un exemple assez parlant du fait que le cas de force majeure peut nous conduire à résilier notre contrat et la résiliation de ce contrat peut nous conduire à devoir éventuellement indemniser notre contractant. Je dis bien éventuellement, à regarder encore au cas par cas. Voilà. Donc, comme je vous disais, examen attentif de clause de votre contrat parce qu'il est usuel vraiment d'insérer ce type de clause sur la force majeure dans votre contrat. Maintenant, l'imprévision. Alors, l'imprévision, on l'avait cité aussi la dernière fois, hein, vous vous souvenez peut-être, ou pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est un événement imprévisible, comme le cas de force majeure, qui a pour conséquence de bouleverser de façon temporaire cette fois-ci. Le cas de force majeure, c'est plus un événement qui va faire que vous n'allez pas pouvoir, enfin votre délégataire ne va pas pouvoir continuer l'exécution de son contrat. L'imprévision, c'est plus j'ai des difficultés là de continuer l'exécution de mon contrat dans les conditions, en tout cas initialement prévues. Et c'est toujours, bien sûr, un événement extérieur aux parties, imprévisible, qui bouleverse temporairement, mais ça bouleverse l'économie du contrat. Et du coup, si notre délégataire continue à exécuter son contrat, et c'est la condition pour qu'il soit indemnisé, il faut qu'il continue à exécuter son contrat, alors il a le droit à une indemnité. La personne publique doit venir en aide à son co-contractant, si c'est justifié, bien sûr, hein, afin d'établir l'équilibre économique du contrat. Donc, les conditions, survenance d'un événement qui n'était pas prévisible, le Covid, a priori, ce n'était pas prévisible, comme je vous le disais, donc il n'y a pas de souci, qui bouleverse l'économie du contrat. Donc là, c'est là qu'il va falloir qu'on fasse très attention hein, quand on va examiner cette condition-là. L'événement doit aggraver les charges de manière très significative. On ne parle pas d'un simple manque à gagner, en fait. Hein. On parle vraiment d'un vrai bouleversement de l'économie du contrat. Mais dans ces cas-là, ne vous fiez pas au pourcentage. Attention, il n'y a pas de pourcentage à prendre en compte. Ah oui, ça l'a bouleversé 5%, 10%, 15%. Si j'ai un conseil à vous donner, les pourcentages ne veulent rien dire. Ce qu'il faut que j'examine,
c'est l'économie de mon contrat. Bien sûr, s'il y a un bouleversement pour 1% de l'économie du contrat, bon, bah, évidemment, dans tous les cas, ça ne m'a pas l'air d'être substantiel. Mais tout dépend de la marge aussi de vos délégataires, du compte d'exploitation prévisionnelle, comment il a construit, comment il a bâti son économie, comment il a bâti son équilibre. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Hein. Et effectivement, l'événement doit être extérieur à la volonté des parties. Et là, le Covid, il n'y a pas de doute, c'est extérieur à votre volonté. Donc, a priori, les deux conditions, extériorité et imprévisibilité, sont là hein, pour le Covid. Mais est-ce qu'il y a un bouleversement de l'économie du contrat? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai bouleversement, un vrai changement dans l'économie du contrat? Donc, voilà. Donc, contrairement au cas de force majeure, l'imprévision ne permet pas au délégataire de se libérer de ses obligations. Il doit continuer à exécuter le contrat et c'est ça qui fait qu'il doit être indemnisé par vous, éventuellement. D'accord? Alors, comment on applique cette théorie dans le cadre de contrats de DSP? On a parlé des chantiers la semaine dernière, mais là, c'est les DSP. C'est différent. C'est différent parce que l'économie du contrat n'est pas la même qu'au marché public. Donc, on a un cas très récent, octobre 2019, on ne pourrait pas mieux faire, d'une indemnité d'imprévision. Donc, le Conseil d'État a admis récemment qu'un concessionnaire puisse bénéficier d'une indemnité d'imprévision lorsque les déficits d'exploitation constatés apparaissent comme la conséquence directe d'un événement imprévisible et indépendant de l'action du co-contractant et ayant entraîné un vrai bouleversement de l'économie de son contrat. Donc, l'entreprise pourra alors réclamer une indemnité qui devra correspondre à la part de la charge extra-contractuelle. Hein. Donc, on examine bien notre contrat et on voit qu'il s'agit d'une charge extra-contractuelle, d'accord, qui est l'interprétation raisonnable du contrat ne permet pas de faire supporter à son co-contractant. Hein. Voilà. Donc, le montant alloué ne pourra correspondre que strictement à la part du déficit lié aux circonstances imprévisibles. Donc, on regarde l'économie de notre contrat, on regarde l'interprétation des clauses de notre contrat et là, on s'est dit, ah oui, c'est vrai que ça, ce n'était pas prévu et vraiment, ça bouleverse l'économie. Ce n'était pas prévu et ça bouleverse l'économie. C'est ces deux choses-là qui vont faire qu'on va étudier sérieusement la demande de notre délégataire pour éventuellement l'indemniser. D'accord? Voilà. Alors, autre exemple hein, qui ne concerne pas l'eau potable, effectivement, mais ça nous donne quand même pas mal d'idées. Hein. Il a été jugé à propos d'une DSP, donc d'un casino, ça n'a rien à voir, mais vous verrez que si vous lisez l'arrêt, ça peut nous donner des idées de comment réagir là, maintenant, avec le Covid. Si la crise financière présente bien, donc de 2008 à l'époque, hein, présente bien un caractère imprévisible, il y en a une nouvelle qui arrive là, à mon avis, il n'en va pas de même du développement des jeux en ligne, de l'accroissement, de lutte contre le blanchiment et de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc, le Conseil d'État considère que pour ces choses-là, hein, la crise économique était imprévisible, d'accord, mais tel n'est pas le cas du développement des jeux en ligne, de l'accroissement du contrôle, de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça, il dit, le Conseil d'État, un acteur économique raisonnablement attentif aurait dû le prévoir, en fait, et aurait dû le prendre en compte dans l'évolution de son contrat. D'accord? Il aurait dû être au courant de ces facteurs qui vont faire que l'économie de son contrat risque d'être influencée. Donc, très attention à voir, est-ce que c'est la crise sanitaire, la crise économique qui fait que votre contrat est bouleversé ou est-ce que c'est parce que votre délégataire n'était pas assez diligent, pas assez prévoyant, parce que quand il a fait son compte d'exploitation prévisionnelle, quand il a soumissionné, il a vu un petit peu trop large et il s'est dit, oui, j'aurai une fréquentation comme ci, comme ça, des chiffres absolument faramineux qui font que maintenant, avec la crise en plus, ça ne se confirme pas. Ou s'il y a d'autres facteurs qui font que sa gestion n'est pas la bonne, mais que ce n'est pas la faute de la crise, vous voyez? Alors, donc, quelques recommandations pour finir, et après on répondra à vos questions. Il faut donc être très prudent sur les indemnisations, j'arrête pas de vous le répéter. Hein. Celles-ci doivent être absolument justifiées par la crise. Le quantum, il faut qu'il soit vraiment justifié et circonscrit vraiment dans cette période, avec justificatif à l'appui. Une bonne connaissance de votre contrat, des clauses de révision, des équilibres financiers, de l'étude des rapports annuels du délégataire, un éventuel audit.
vous permettra de connaître les chiffres clés afin de se rendre compte du réel impact de la crise sanitaire sur l'économie de votre contrat. Hein. Il faut prendre en compte les cracks des années précédentes s'il y en a. Ou alors, si le contrat date de moins d'un an, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le comparer avec d'autres contrats de collectivités à peu près équivalentes à la vôtre. Hein. Voilà. Peut-être qu'il va falloir commander un audit pour voir voilà, où vous en êtes ou faire un audit en interne, bien sûr. Voilà. Mais il faut bien maîtriser votre contrat parce que toujours là où vous devez faire attention, c'est crise, oui, possibilité d'indemniser peut-être, mais en aucun cas on accorde des libéralités. Vous voyez, la crise peut être une boîte à Pandore, ça peut être pour les délégataires une façon de dire voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin que vous me secondez. Oui, mais seulement dans certaines conditions. Pas des libéralités, vous n'avez pas le droit d'accorder des libéralités à des sociétés privées, ainsi que vous le savez. Voilà. Et donc, je suis à l'écoute maintenant de vos questions. Je vais essayer de les trouver. Alors, j'ai commencé à les classer un petit peu, du coup. Ah, super. Allez-y alors. Allez-y. J'aime bien les lire, mais voilà. Oui, vous pouvez aussi vous y référer. Oui. On a pas mal de questions sur la notion de surcoût par rapport à celle d'équilibre économique. Du coup, voilà, est-ce qu'on a, notamment dans les arrêts que vous avez fait sur le bouleversement économique, à des pourcentages, des ordres de grandeur un peu à prendre? Non. De quels outils on dispose pour juger de la situation financière du délégataire? Parce que comme vous l'avez évoqué, c'est un peu opaque. C'est ça qui est compliqué. Alors, attention, je ne suis pas financière. Hein, donc, je n'ai pas de compétences. J'étais en plus nulle en mathématiques, pour vous dire toute la vérité. J'ai honte, mais c'est comme ça. Alors, non, on n'a pas… En fait, si on doit déduire quelque chose, c'est que les juges, comme je vous le disais, et c'est ça que je veux que vous reteniez. Je ne veux en aucun cas que vous reteniez des pourcentages. Après, sur les outils, on va en venir. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas, sur le pourcentage, il n'y a pas de pourcentage de garder en tête. Si ce n'est de dire qu'il y a un pourcentage de surcharge, je ne sais pas, de 4-5%, c'est peut-être pas significatif, c'est peut-être pas un bouleversement essentiel significatif de votre contrat. Mais ça ne veut rien dire parce que dans un cas, ça peut très bien l'être, vous voyez. Donc, je ne veux pas qu'on retienne des pourcentages. Vous allez lire peut-être 10 jurisprudences. Chaque jurisprudence, chaque juge aura un pourcentage différent parce que c'est toute une question d'espèce. Donc, je ne veux pas qu'on retienne des pourcentages. Moi, c'est ma religion. Je ne retiens pas de pourcentage. Il n'y a pas de 5%, il n'y a pas de 10%. Quand bien même il y a des IP qui vous disent, des jurisprudences qui vous disent c'est 5%, c'est 10%, ça peut ne pas s'appliquer dans votre cas de figure parce que le juge va considérer que l'équilibre du contrat est quand même maintenu malgré tout, même s'il y a une augmentation de ses charges de 5 ou de 10% ou de 15% ou de 20%, ainsi de suite. D'accord? Donc, je ne veux pas qu'on retienne des pourcentages. Après, la question qui est bien, c'est de se dire, mais comment j'examine, moi, la situation financière de mon délégataire? Comment je sais si lui… Bon, là, il faut lui demander, c'est à lui de vous démontrer. Hein. Ce n'est pas vous qui allez au-devant pour dire, attention, est-ce que tu as besoin qu'on t'aide? Bien sûr, j'imagine que vous êtes soucieux à ce que vos délégataires fonctionnent bien et parce que du bon fonctionnement dépend la continuité de votre service public. C'est ça qui est important. Mais ce qui doit vous animer aussi, c'est de se dire que c'est à lui de venir vous voir, hein, c'est à lui de vous réclamer des choses s'il y a lieu, parce qu'il peut ne pas y avoir lieu. Je ne sais pas, peut-être que 80% de vos DSP d'eau potable, de distribution d'eau potable vont bien fonctionner. Les consommateurs consomment toujours d'eau, peut-être même plus qu'avant, se lavent les mains 30 fois plus par jour. Donc, vous voyez, bon, il peut ne pas y avoir du tout des contrats qui sont impactés par la crise. Mais si c'est le cas et votre délégataire vient vous voir, vous lui demandez des justificatifs. C'est à lui de vous prouver. Et ce qu'on peut retenir de la jurisprudence, celle qu'on a citée là dans le support, je vous invite à les lire, vous pouvez le trouver sur Legifrance, je vous donnerai mon support de toute façon, c'est qu'on ne prend pas en compte des tableaux Excel un peu de nos délégataires qui font dire, regardez, là c'est comme ci, cette année c'est comme ça, j'ai subi… pas des chiffres qui sont manipulés, ça peut être un indice, mais ça ne suffit pas. Il faut peut-être qu'à la fin de l'année, vous produisez effectivement déjà ces prévisions sur la baisse de son chiffre d'affaires.
Et à la fin de l'année, peut-être quand il aura son chiffre d'affaires définitif, vous dire, voilà, vous voyez, la crise m'a impacté, voilà, je ne sais pas s'il y a deux personnes qui peuvent avoir d'autres idées, des financiers parmi nous, je les invite à nous donner peut-être des idées à nous tous, mais moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est tout élément qui peut vous produire, mais tout élément n'est pas bon à prendre, vous voyez, parce qu'on peut très bien dire à notre expert comptable, et ça, moi, je le vois très souvent, en dehors de la crise aussi, hein, je vois très souvent les délégataires qui vous fournissent des tableaux de leur expert comptable qui dit, regardez, dans les contrats, j'avais prévu ça et maintenant, il manipule les chiffres en gros pour vous dire que là, il y a un gros déficit, que c'est à vous de le prendre en compte, que ce n'est pas de leur faute, etc. Mais tout ça, les juges ne le retiennent pas forcément. Mais du coup, en poussant les raisonnements à l'extrême, si jamais on se penche sur l'équilibre de la situation de l'entreprise quand c'est les grosses majors, on pourrait se dire que du coup, c'est très rare, ça sera vraiment… Exactement. Exactement. Moi, en tout cas, dans un premier temps, j'ai eu tendance de penser à ça, qu'il n'y a pas de raison de les aider. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre eux, c'est juste que je me dis, la crise ne le fait pas forcément souffrir. En tout cas, ne fait pas peser sur leurs épaules une charge manifestement excessive, à mon avis. En tout cas, pas pour le moment, pas le temps que ça a duré. Il faut voir encore hein, comment ça évolue tout ça. Évidemment, c'est pas qu'une question d'instantané de voir ça maintenant, là, aujourd'hui. Hein, c'est de voir, ni même le 11 mai, hein, c'est de voir effectivement après aussi comment ça va se passer. Mais à la fin de l'année, peut-être, vous voyez. Mais si c'est un petit délégataire comme ça doit être pris en compte puisque l'ordonnance a l'air de vous dire de le prendre en compte, hein, enfin, vous impose de le prendre en compte, de prendre en compte la situation financière de votre délégataire. Donc, au niveau du calendrier, on a une question. Sur les surcoûts qui sont souvent demandés, ils sont liés aux filières alternatives pour traiter les boues et qui vont être des surcoûts effectivement assez immédiats. Là, c'est maintenant que le délégataire a des surcharges. Mais est-ce qu'il faut l'indemniser du coup immédiatement ou est-ce qu'on attend de faire Non, bien sûr que non. a posteriori? Non, pas immédiatement, en aucun cas. En fait, il faut voir, parce que même lui, actuellement, même s'il a des idées, que vous aussi, vous voyez bien que tout ça, ça va provoquer un surcoût, c'est certain. Mais comme je vous disais, tout surcoût n'est pas à prendre par l'autorité délégante, parce que vous pouvez avoir des contrats dont l'économie est tout à fait capable d'absorber ces surcoûts. Voilà ce que je pense, personnellement en tout cas. Hein. Merci. Alors, on a à l'inverse beaucoup de remarques sur le fait que les frais engagés par les délégataires vont être réduits avec une baisse du coût des carburants et surtout la mise en œuvre du chômage partiel. Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, pour l'avoir déjà pratiqué par le passé. Alors, quand vous avez négocié un contrat, vous avez établi une économie. Vous dites aujourd'hui, ah, mais mon délégataire peut faire beaucoup d'économies. Est-ce que j'ai le droit de revoir et de renégocier le contrat? Alors, ça serait bien, mais accrochez-vous bien parce que je pense que là, il va fermer complètement ses deux oreilles et qu'il ne va pas vous entendre du tout. Est-ce que pour autant, vous devez renoncer? Alors, si vous voulez, comme je vous dis d'être très prudent sur le fait de lui accorder des indemnisations, alors est-ce qu'on doit faire, voyez, est-ce qu'on doit faire de moins-value dans le contrat? Est-ce qu'on doit en tout cas baisser les contraintes pour service public? Est-ce que tout est négociable avec lui? L'idée quand même étant de rester dans les clous que je vous ai cités hein, de la loi et de ne pas bouleverser l'économie de votre contrat. Voilà. Après, quand c'est vers la baisse, c'est plus entendable, évidemment, que quand c'est vers la hausse, évidemment. Mais si vous arrivez à les négocier, pourquoi pas? Mais j'ai quand même peur que vos négociations n'aboutissent pas. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai essayé, c'était très, très compliqué de réussir. En fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des avenants qui prenaient en compte quelques baisses, mais qui prenaient en compte quelques hausses que lui subissait par ailleurs, vous voyez, des tarifs. Donc, voilà. Après, on peut peut-être voir ça sur une baisse des tarifs pour les usagers. Ça, pourquoi pas? Vous voyez, il faut examiner. Je dirais que ça ne mange pas de pain du tout d'examiner ça, oui. Alors, c'est mis souvent en regard avec le fait que pendant cette période,
il y a un non-respect d'un certain nombre d'obligations contractuelles et que l'ordonnance a prévu une certaine souplesse et une non-application des pénalités qui étaient prévues. Ah oui, attention quand même, hein, parce que je suis d'accord, mais attention, non-application des pénalités seulement si lui, il est impacté par la crise et qu'il ne respecte pas ses obligations contractuelles parce que ça lui est impossible de le faire. Hein. Sinon, les pénalités, vous les appliquez. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer les pénalités. C'est seulement lorsque la non-exécution de ses obligations contractuelles est liée à la crise, en fait. Hein. On pourrait avoir ce cas-là où, du coup, en raison de la crise, on a une partie des agents qui ne sont pas en capacité de faire leur travail normal, puisque c'est des travaux non urgents en rapport avec du public, etc., qu'on suspend les pénalités dans ce sens-là, mais qu'en même temps, le délégataire n'a pas à payer les salaires correspondants puisqu'il met ses agents en chômage partiel. Oui, oui. Alors, ça, bien sûr, il a la possibilité de le faire. Mais après, à un moment donné, je pense que les travaux, il va falloir qu'il les exécute quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il va falloir exécuter les travaux plus tard. Donc, je ne sais pas combien ça influence l'économie du contrat. Il faut l'étudier, bien sûr. Mais si ça influence l'économie du contrat, vous pouvez effectivement les négocier. En tout cas, si lui, il vous demande des surcoûts par ailleurs, il va falloir rentrer ça en ligne de compte, le faire rentrer en ligne de compte. Bien sûr qu'il a fait, lui, des économies par ailleurs, oui. Oui, donc effectivement, on a quand même un certain nombre de collectivités qui sont plutôt à dire ça serait au délégataire de nous indemniser pour effectivement ces non-réalisations contractuelles, alors même qu'il touche, lui, une aide de l'État. En fait, pourquoi vous indemniser pour la non-réalisation? C'est ça que je ne comprends pas. De toute manière, il n'est pas exonéré complètement de le faire. Peut-être qu'il ne l'a pas fait pendant 1 mois et demi, mais s'il s'agit de travaux, il est obligé, de par son contrat, de le faire. À un moment donné, il va le faire. Hein. Après les 11 mai, après les 11 juin, je ne sais pas, mais il va le faire. Tout ce qui est relations clientèle ou ce genre de choses, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas être remises. Oui. Après, peut-être que les agences étaient fermées, etc. Oui, c'est vrai qu'il a pu faire des économies. Mais après, il faut voir comment ça influence votre contrat. Il faut l'examiner, effectivement, et le négocier avec lui si c'est possible, oui. Ok. Alors, on a une autre type de question après cette partie sur le chômage technique, donc qui a beaucoup soulevé beaucoup de réactions sur le fait qu'il n'y ait pas seulement des surcoûts, mais également des diminutions des coûts. Deux questions sur les surtaxes. Le délégataire peut-il retarder le reversement de la surtaxe à la collectivité en invoquant la crise sanitaire, alors même que parfois il verse des dividendes à ses actionnaires et qu'il a eu recours? Non, pour moi, non, à moins que son contrat ait été suspendu, mais sinon, je ne vois pas de raison. Si le contrat n'est pas du tout impacté par la crise, s'il n'est pas suspendu, bah alors, non, je pense que je l'ai bien mis ça dans les supports. Vous voyez, je pense que c'est là où il y avait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. On revient, alors, je me permets de revenir sur ça. Donc ça, c'est l'ordonnance qui les prévoit bien. Hein. Il vous dit, lorsque l'exécution d'une concession est suspendue, hein, tout versement d'une somme au concédant est suspendu. Mais lorsque la concession est suspendue, voilà. Pour moi, c'est seulement dans ces cas-là. D'accord. Et en ce qui concerne maintenant un dernier point, c'est une dernière question sur les DSP en cours de passation. À votre avis, quelles charges d'exploitation supplémentaires peuvent ou doivent être prises en compte dans ces futurs contrats et comment le prendre en compte alors qu'on a encore une grande incertitude? On avait une question similaire sur les chantiers. Oui, tout à fait, je me rappelle très bien. Alors, ce que j'avais conseillé aussi, c'est de faire attention là, lors des négociations ou d'écrire plutôt. Tout dépend à quel stade de la passation de notre contrat de DSP on se trouve. Alors, si on se trouve au stade où on n'a pas reçu encore les offres initiales, ce que j'aurais bien volontiers proposé, c'est de repousser les délais du dépôt des offres pour que vous puissiez modifier votre DCE, votre projet de contrat, et dire aux sociétés de prévoir, d'insérer une clause qui dit qu'ils doivent effectivement prendre en compte tous les surcoûts possibles et imaginables qui peuvent résulter de la crise sanitaire et de la crise économique qui va très probablement venir. Vous voyez, dans la mesure du possible, bien sûr, mais
c'est à eux de voir. C'est eux qui candidatent, c'est à eux de voir. Après, très fréquemment, à 99% des cas, j'ai eu, en 20 ans d'expérience, j'ai eu une fois un contrat qui ne prévoyait pas la clause de revoyure. C'est-à-dire que vous pouvez aussi se dire, aujourd'hui, on ne maîtrise pas, mais quand on aura les idées un peu plus claires, on va se rencontrer, on va se voir et on va redéfinir ensemble. Après, cette clause de revoyure, c'est une bonne idée parce que ça vous ouvre une porte de se dire, voilà, de part et d'autre, on essaye de faire des efforts pour pas que notre service souffre et que ça soit exécuté dans des bonnes conditions. Mais il ne faut pas que ce soit une porte ouverte à n'importe quoi, à faire n'importe quoi après et à vous demander n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'il faut bien rédiger ces clauses-là et bien les cadrer, hein, que ce soit, que leur rédaction soit la plus optimale possible. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci. Alors, on a une dernière question sur les sujets d'équilibre économique, situation financière du délégataire. Dans le cas où il y a une société dédiée qui est dédiée Oui, oui. On se base sur cette société exclusivement, a priori Non, pas que. Moi, je dirais pas que. Après, stricto sensu, c'est cette société-là qui exploite votre contrat. Hein. Donc, quand l'ordonnance vous dit que c'est la situation de votre délégataire qui doit être prise en compte, cette société dédiée, c'est votre délégataire, mais on sait très bien qu'il y a derrière toute une société mère qui la soutient. Donc, pour moi, ça doit être vu globalement. Je ne peux pas prédire comment le juge va réagir par rapport à ça si jamais il y a un contentieux. Mais si vous voyez que votre contrat est en péril, effectivement, à un moment donné, il va falloir peut-être négocier certaines choses, mais ne lâchez pas trop. Moi, je serais d'avis d'être très strict là-dessus et de se dire non, ce n'est pas que l'économie stricte de la société dédiée, même si on peut faire, même si une lecture rigoureuse peut-être de l'article de l'ordonnance ferait dire au juge qu'il n'y a que le cas de la société dédiée qu'on doit prendre en compte. Pour moi, il n'y a pas de raison. Enfin, moi, je serais d'avis en tout cas de se défendre dans un premier temps et de dire non, 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 c'est la société, c'est la santé financière de la société mère qui est là et qui doit être prise en compte aussi. Ouais. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vous remercie. Du coup, je pense avoir fait à peu près le tour des questions du chat. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question en direct ? Voilà, j'avais ici noté une question complémentaire, je ne sais plus si jamais elle a été posée sur le chat ou pas. C'est sur la notion du coup de surcoût à articuler avec celle de manque à gagner qui peut parfois être mis en exergue par les délégataires. Alors, le manque à gagner, ça ne veut rien dire en DSP pour moi. Bien sûr, le juge vous dit, et les textes vous disent aussi, qu'il doit raisonnablement prendre des risques, mais aussi raisonnablement gagner sa vie. Vous voyez, personne ne vient candidater et personne n'assume un contrat de DSP, n'importe quel autre contrat d'ailleurs, s'il sait qu'il va perdre de l'argent. Mais le manque à gagner, ce n'est pas pour moi une notion très juste, tout simplement parce qu'en DSP, vous pouvez très bien, vous devez risquer peut-être de perdre aussi de l'argent, vous voyez. Donc, c'est pas, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais c'est pas ça qui va nous conduire de dire oui, on modifie notre contrat, non, on le modifie pas, oui, on prend un certain surcoût en charge ou pas. Hein? C'est pas cette notion du manque à gagner, c'est un paramètre parmi tant d'autres. D'accord. Alors, je vous propose peut-être de laisser la parole à Vendéo et Eric Mich, qui, du coup, ils sont dans leur situation un petit peu spécifique de délégation à paiement public. Si vous voulez poser votre question en direct à l'oral ou votre remarque. Sinon, je peux essayer de la reprendre. C'est la dernière que je vois là, c'est ça? Est-il normal? C'est ça qu'est le délégataire? Oui, c'est ça. Mais il y avait une question un petit peu plus détaillée un peu plus haut. Donc, les délégataires ont eu recours au chômage partiel pour certains de façon significative. Ils ont réduit significativement leurs prestations et services contractuels en se limitant aux urgences, tant sur le terrain que pour la partie clientèle.
mais leurs recettes ne sont pas ou peu affectées pendant cette période, en particulier pour les DSP à paiement public par la collectivité. En conséquence, la collectivité peut-elle solliciter un avenant pour diminuer la rémunération du délégataire, à minima pour les sommes encaissées en compensation du chômage partiel? Il faut tenter le coup, j'ai envie de dire qu'il faut tenter le coup, oui, oui, bien sûr, il faut tenter le coup, bien sûr. Si les services ne vous payez, il faut voir encore votre contrat. Hein. Moi, voilà, il faut bien regarder comment il est rédigé votre contrat. Donc, vous me dites à payer mon public, etc. Bon, je ne sais pas trop, il faut que je le vois encore, hein, votre contrat, il faut que je l'examine. Mais en tout cas, d'une manière générale, je pense qu'il faut tenter le coup parce que vous les payez pour un service qui vous est rendu. Vous voyez, si le service n'est pas rendu, eh ben, à ma foi, le paiement, il n'est pas dû, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Donc, il faut voir un petit peu comment il est fait, votre contrat. Ça sera intéressant de voir. Parce qu'il est particulier, je pense. Oui, je vous remercie. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole pour faire une dernière remarque à l'oral parmi les participants. Bon, sinon, je pense que ça a été très clair. N'hésitez pas en tout cas. Hein. Je pense que soit par votre biais, soit voilà, vous avez mes coordonnées, vous pouvez tout à fait me solliciter. Il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir. Comme résume une participante, c'est très clair, reste à négocier avec les délégataires. Du coup, maintenant… Tout à fait. Tout à fait. Et n'hésitez pas à être très dur en négociation, ça peut vraiment porter ses fruits. Eh bien, je vous remercie beaucoup au nom de la FNCCR, de l'équipe Cycle de l'eau, pour votre intervention qui, effectivement, je pense, était très claire et tout à fait bienvenue pour… C'est fait un plaisir de participer à ça. Hein. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous remercie. Et donc, pour tout le monde, on mettra en ligne la vidéo et Et les supports. Ouais, je vous transférerai les supports. Avec plaisir. Au revoir à tous et portez-vous bien. Merci à tous. Et puis, pour rappel, donc rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine réunion hebdomadaire liée au Covid, après la reprise d'activité pour la majorité. Et puis, 2 petites réunions d'ici là. Le mardi prochain après-midi, une webconférence sur la tarification sociale de l'eau. Et jeudi 14 après-midi, une webconférence spécialement dédiée sur l'ANC. Donc, tout ça de 13h30 à 16h. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Pas forcément petite. Oui, une grande. À bientôt.